Les 16 et 17 avril se sont déroulés les travaux de la phase régionale des consultations pour la relecture de la charte des partis politiques. À l'issue de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées par les régions. Nous verrons tout à l'heure certaines particulièrement remarquées. Le Mali veut faire de la riziculture intensive un levier clé de sa souveraineté alimentaire. Un appel à la mobilisation des financements durables a été lancé jeudi 17 avril en ce sens. Les détails à suivre. Nous retrouverons en fin d'édition Mohamed Kenouvi pour la chronique sport. Nous sommes vendredi 18 avril. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Les travaux de la phase régionale des consultations portant la relecture de la charte des partis politiques se sont tenus les 16 et 17 avril. À l'issue de ces activités, les différentes régions du Mali ont formulé des recommandations. Le point sur quelques-unes qui attirent l'attention avec Aminata Keïta. Pendant 2 jours, ce sont des acteurs politiques, représentants de la société civile, leaders communautaires et autorités administratives qui ont mené des échanges sur le devenir du paysage politique malien consacré à la réélecture de la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques. Plusieurs régions proposent la dissolution des partis politiques. La région de Badjangara propose de les remplacer par 3 grands partis. Ils veulent également la suspension du statut de chef de file de l'opposition, l'élargissement de l'article 106 de la Constitution aux élus communaux et que l'adhésion à un autre parti ou organisation soit considérée comme une démission. La région de Koutchala propose également la suppression du statut de l'opposition ainsi que le financement des partis politiques. Contrairement aux régions de Badjangara et de Koutchala, les forces vives de Mopti veulent la réélecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat, la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Ségou propose de faire l'audit des partis politiques qui ont bénéficié du financement de l'État, d'introduire une enquête de moralité dans la procédure de création des partis politiques, de rendre obligatoire la représentativité des partis politiques sur l'ensemble du territoire national et d'introduire le paiement d'une redevance par les partis politiques dans la nouvelle charte. Les forces vives de Tombouctou préconisent également de faire l'audit du financement des partis politiques existants et de supprimer leur financement public. Mais dans un autre élan, il souhaite la reconnaissance officielle du statut de président de la République au président de la transition en lui accordant un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. Dans la région de Boukouni, les recommandations vont de l'ordre de l'interdiction des activités politiques ou des associations et la dissolution des associations à caractère politique. Ils veulent également l'abrogation de la loi numéro 15007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique et son décret d'application, mais aussi abroger la loi numéro 05047 du 18 août 2025 portant charte des partis politiques et adopter une nouvelle charte qui supprimera leur financement public. La veille de la tenue de ces concertations le mardi 15 avril, une centaine de partis réunis au sein du Forum et de l'initiative des partis politiques pour la charte ont réclamé le report de ces concertations et ont affirmé soupçonner les autorités de la transition de vouloir dissoudre ou suspendre les partis politiques, comme ça a été le cas au Burkina et au Niger voisin. La phase nationale de concertation aura lieu les 28 et 29 avril prochains à Bamako. Jeudi 17 avril, lors d'un appel à la mobilisation des financements durables pour le programme national du système de riziculture intensif, il a été rappelé que l'objectif est de faire de ces secteurs un pilier de la souveraineté alimentaire du Mali. Assetoumani Koulibaly apporte des éléments de réponse sur les moyens d'y parvenir. Malgré une production nationale en hausse, le Mali est confronté à un déficit persistant en riz. L'objectif à travers le lancement du programme national du système de riziculture intensif est d'atteindre 5,5 millions de tonnes d'ici 2030 contre 3 millions actuellement, en faisant ainsi de la riziculture un pilier de la souveraineté alimentaire du Mali, ainsi que de son développement économique. L'objectif de ce programme est de faire de telle sorte qu'on arrive à avoir cette production pour répondre aux besoins en riz du Mali et s'il y a des surplus, l'exporter. Pour que, en tout cas, un secteur soit le pilier, il faut que ça contribue au développement économique. Pas seulement des producteurs, mais de tous les acteurs. Déjà, quand on arrivera à avoir une bonne production, vous imaginez les unités de transformation vont employer combien de femmes, combien de jeunes. Et les commerçants auront du travail et parce qu'ils vont vendre les riz de qualité. Les milliards que nous dépensons pour racheter du riz
vers les pays étrangers seront dépensés ici. Donc ça va créer de l'emploi, ça va stabiliser et renforcer l'économie de la filière. Donc ça sera finalement un pilier. Pour notre interlocuteur, l'objectif consiste également à faire mieux que la précédente saison où les inondations ont conduit à une baisse de production. La mise en place du programme s'inscrit notamment dans un contexte où, malgré une production nationale de riz estimée à 3 024 000 tonnes en 2023-2024 contre 2 900 000 tonnes la saison précédente, le pays est encore contraint d'importer pour couvrir sa consommation intérieure. Mettre en place des unités de transformation, à développer l'agriculture contractuelle pour que les producteurs qui sont chargés de la production de riz puissent avoir facilement les moyens pour financer leur campagne. Le bilan de cette année pour la riziculture, il y a une baisse parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations l'année passée. Donc certains, en tout cas casiers rizicoles, ont été cultivés, mais n'ont pas pu être récoltés à cause de l'eau. Dans certains endroits, ils n'ont même pas eu le temps de cultiver. Donc, ce qui fait que la riziculture a un peu souffert cette année par rapport à l'année passée où les conditions climatiques étaient beaucoup plus favorables. Voilà. Prévu pour 10 ans en 2 phases de 5 ans, le dit programme, à en croire l'ambition des initiateurs, devrait contribuer à l'augmentation de 20% de la production, soit 1 million de tonnes de riz paddy pour la première phase, avec plus de 244 962 producteurs et productrices touchés. Après plus de 10 ans de détention en Mauritanie, le Malien Yaya Cissé a enfin été transféré au Mali grâce à l'engagement des autorités dans le dossier. L'information a été donnée par le ministère de la Justice à travers un communiqué. Djenaba Samake pour d'amples informations. Détenu en Mauritanie depuis le 30 mars 2012 et condamné à la peine de mort en 2013, Yaya Cissé a été, à la demande des autorités maliennes, transféré dans un établissement pénitentiaire du Mali pour y purger sa peine, à en croire le ministère de la Justice dans son communiqué. Une avancée permise par la coopération judiciaire entre le Mali et la Mauritanie, mais également par une mobilisation des défenseurs des droits humains et des soutiens de l'inculpé. Il avait été condamné pour son implication présumée dans l'assassinat d'un guide touristique à Nouadhibou le 26 juillet 2010, des faits qu'il a toujours contestés, affirmant qu'il ne se trouvait pas en Mauritanie au moment des faits. Son procès s'était conclu le 28 juillet 2012 devant la cour criminelle de Nouadhibou. Cette décision fut confirmée par la cour d'appel le 23 décembre 2012, puis par la Cour suprême mauritanienne le 4 mai 2013. Dans sa défense, M. Cissé avait présenté des éléments qu'il jugeait probants pour prouver son absence du territoire mauritanien à la date des faits, notamment des documents administratifs et des relevés d'appels téléphoniques. Au fil des années, diverses organisations de défense des droits humains, des avocats ainsi que des membres de la diaspora malienne se sont mobilisés pour réclamer son transfert. Des années passèrent, son nom était presque tombé dans l'oubli, mais finalement, cette démarche auprès des autorités judiciaires et diplomatiques des deux pays aboutirent à un accord concrétisé par son rapatriement afin qu'il purge sa peine au Mali. Toutefois, ses soutiens espèrent une révision du procès, voire une libération conditionnelle. L'autorité judiciaire malienne, désormais dépositaire de sa peine, pourrait initier une procédure de grâce. Direction le Sénégal, le parquet financier accélère dans l'enquête sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19. 5 anciens ministres sont désormais dans le collimateur de la justice suite à l'exploitation du rapport de la Cour des comptes sur les exercices 2019 et 2020. Djenaba Samaki. Au Sénégal, 5 anciens ministres du régime de Macky Sall pourraient être poursuivis devant la Haute Cour de justice du pays pour détournement des deniers publics, a indiqué le procureur général près la Cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse ce jeudi 17 avril. Celui-ci a indiqué que de graves soupçons pesaient sur leur gestion du fonds COVID-19, le fonds de riposte à la pandémie, à propos duquel la Cour des comptes s'était inquiétée de toute une série de fautes de gestion présumées en décembre 2022. C'est sur la base de ces faits relevés par la Cour des comptes qu'une enquête approfondie avait été ouverte.
Les investigations ont ainsi confirmé de graves présomptions de détournement et de mauvaise gestion des ressources publiques. Des arrestations et mises en examen pourraient intervenir dès la finalisation des procédures préliminaires. Les 5 ministres qui occupaient des postes stratégiques durant la crise sanitaire sont soupçonnés d'avoir engagé des dépenses non justifiées, détourné des fonds destinés à l'achat de matériel médical ou encore surfacturé des équipements. Il s'agit de l'utilisation des montants colossaux de 740 milliards de francs CFA du fonds. Conformément à la procédure, le procureur a précisé qu'une résolution de l'Assemblée nationale est requise pour autoriser la comparution des anciens ministres devant la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Après examen de leur cas, l'Assemblée nationale se prononcera ou non sur leur éventuelle poursuite devant la Haute Cour de justice, seule juridiction habilitée à juger le président et les ministres. Du côté du Niger, au lendemain de la promulgation d'une charte lui accordant 5 années à la tête de l'État, le général Abdourahmane Tiani a procédé à un remaniement technique de son gouvernement. Les ministres clés restent en place, notamment le Premier ministre Ali Lamine Zeine, qui conserve aussi l'économie et les finances. De nouvelles figures issues des rangs militaires et technocrates font leur entrée dans un exécutif désormais fort de 26 portefeuilles. Ce remaniement s'inscrit dans une dynamique de renforcement de l'action gouvernementale face aux défis du moment. Retour sur le plateau avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marie-Jo. Alors, nous avons les affiches de la 18e journée de la Ligue Impro. Oui, cette 18e journée s'ouvre demain, samedi 19 avril, au stade Salif Keita de Kati, avec le FC Diarra qui sera aux prises avec l'AS Real de Bamako à partir de 16h30. À la même heure, du côté du stade Moussa Diakité de Bougouni, l'US Bougouni a rendez-vous avec l'AS Police de Bamako. À 17h30, à suivre au stade Mamadou Konaté, le choc entre le leader, le stade malien, et l'USFAS 3e. À 19h15, sur les mêmes installations, les 11 créateurs de Niarela affrontent la lanterne rouge, les étoiles du Mandé. 3 autres matchs sont au programme dimanche à 16h45. L'US Bougouba sera opposé à Afrique Football Elite au stade Salif Keita de Kati. Binga FC défie le Djoliba AC à 17h au stade Mamadou Konaté. Et à 19h15, toujours au stade Mamadou Konaté, l'AS Bakari Djan affronte l'AS Korofina. Cyclisme, cette fois-ci, Tour du Mali. Racid Bouda gagne la 5e étape. Oui, le Burkinabé Racid Bouda a remporté la 5e étape de la 11e édition du Tour cycliste du Mali ce vendredi. Cette 5e étape a été courue entre Fana et Ségou. Racid Bouda, le premier Burkinabé à gagner une victoire d'étape depuis le début du Tour, a été suivi en 2e position par son compatriote Moukaïla Rawende et le Malien Yaya Diallo qui termine à la 3e place. Yaya Diallo, justement vainqueur du Tour lors de la dernière édition, s'est déjà illustré cette année en remportant les 3e et 4e étapes courues mardi et hier jeudi. Un autre Malien, Tiamoko Diallo, avait remporté la 2e étape alors que le Belge Dedeker Bjorn est toujours maillot jaune depuis sa première victoire lors de l'étape inaugurale. À noter qu'il reste encore 2 étapes avant la fin de cette 11e édition du Tour cycliste du Mali, prévue ce dimanche 20 avril. WNBA, Aïcha Koulibaly, draftée par Chicago Sky. L'arrière malienne Aïcha Koulibaly a franchi une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Elle a été en effet sélectionnée au 22e rang du 2e tour de la WNBA Draft 2025 par Chicago Sky dans la nuit de lundi à mardi. Après un parcours universitaire remarquable
Auburn et Texas, où elle s'est illustrée de plusieurs manières. Aïcha Coulibaly rejoint une équipe en reconstruction où elle est désormais prête à se battre pour une place dans la rotation du Chicago Sky, qui n'a pas douté de son talent, même étant blessée au genou depuis le 26 janvier dernier. En rejoignant la WNBA, Aïcha Coulibaly devient la 6e malienne de l'histoire à être draftée et la première depuis Sika Kone en 2022. Et on termine par la nouvelle du décès de l'international gabonais Aaron Boupenza. Oui, le football africain et gabonais est endeuillé. L'attaquant international des Panthères, Aaron Boupenza, âgé de 28 ans, est décédé mercredi 16 avril 2025. Dans un communiqué de presse, la Fédération gabonaise de football a précisé que ce décès est survenu suite à une chute du joueur du 11e étage de son immeuble en Chine, où il évoluait depuis quelques semaines au Zhejiang FC en première division chinoise. Une enquête a été ouverte avec des investigations menées sur les lieux du drame pour connaître les circonstances exactes de cette disparition tragique. Né en 1996, Aaron Boupenza avait débuté sa carrière professionnelle au Mounana FC, l'un des clubs phares du championnat gabonais. Passé par les Girondins de Bordeaux, Pau FC et Tours FC en France, des clubs des pays du Golfe et aussi des États-Unis. C'est surtout en Turquie, sous les couleurs de Hatayspor, que Boupenza a véritablement explosé, terminant meilleur buteur du championnat turc en 2020-2021. Alors Mohamed Kenouvi, je ne veux pas vous laisser partir sans parler de la finale demain de la CAN U17. Oui, à cette finale qui va donc opposer le Mali au pays organisateur, le Maroc. Le Mali en quête d'un 3e titre continental qui sera opposé au Maroc, qui de son côté veut gagner son tout premier trophée sur le continent. Une finale inédite donc à suivre demain à partir de 14h du côté du Maroc. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie. On s'est dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Et on va découvrir ensemble la une de Journal du Mali, Algérie, le drone de la discorde, titre l'hebdomadaire cette semaine. C'est la une du Journal du Mali, justement, la chute d'un drone malien près de la frontière algérienne ravive une crise diplomatique latente. Le retrait du CEMOC et la fermeture de l'espace aérien marquent une rupture désormais actée. Journal du Mali, dans son numéro 522, parle également de l'avenir des partis politiques du Mali et la CAN U17 avec les Aiglonnais en finale prévue ce samedi. L'hebdomadaire est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous et merci d'avoir suivi ce 1945. Bon week-end à toutes et à tous.